autant même dans leur propre pays, ils ont toujours mis les freins pour investir au profit des Français. Si Free n'était jamais rentré dans la concurrence de la téléphonie, jamais la France n'aurait eu une baisse des prix. Parce qu'il s'était déjà attendu pour maintenir le prix là, pour les Français. Grâce à Dieu, pour une fois, on ne va pas écouter des politiques, on va écouter des économistes. Et écoutez bien ce qu'ils ont à dire, je vais faire en sorte de ne pas intervenir jusqu'à la fin. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire sur ce que Macron a fait depuis qu'il est là. Et à qui ça a profité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation de la France. Après des années à crier que Macron était là pour les riches et que toute la bourgeoisie, toutes les télés, tous les gens qui voulaient se voiler la face disaient que c'était faux, enfin ils avouent. Et donc enfin, on vous dit que ce qu'on a fait a conduit la France là où elle est. Et aujourd'hui, on se pose la question de remettre ça en cause. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la vidéo. Sans plus tarder, nous commençons. Alors, pour ça, grâce à Dieu, pour une fois, on ne va pas écouter des politiques, on va écouter des économistes. Et écoutez bien ce qu'ils ont à dire. Je vais faire en sorte de ne pas intervenir jusqu'à la fin. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire sur ce que Macron a fait depuis qu'il est là. Et à qui ça a profité. Parce que quand on le dit, on nous fait croire que non, on ne comprend pas, qu'il y a des baisses d'impôts et patati patata. Certes, il y a eu tout ça, mais on a pris l'argent des Français pour le donner à d'autres. Et ensuite, je vous mettrai ça en corrélation avec d'autres choses qui montrent que voilà. En fait, c'est de l'argent qu'on a pris aux Français pour donner au soutien de Macron, à la bourgeoisie et au patronat. Regardez. Bien, il y a eu trop de baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron, non financées. Et ils reviennent sur une partie. Donc oui, alors vous voyez, alors si on dit que ça n'a pas marché, les baisses d'impôts complètement, le fait de les augmenter, ça va pas non plus être catastrophique. Mais vous voyez, c'est l'intégrale qu'il faut faire. Dans l'intégrale, les entreprises sont quand même encore gagnantes par rapport à 2017. Mais du coup, ça rejoint ce que dit la gauche. La gauche dit il est logique de demander des comptes aux entreprises et aux plus fortunés parce que ce sont eux qui ont profité des baisses d'impôts pendant toutes ces années. Pourquoi on tape aussi sur tous les Français en réduisant les dépenses publiques? Je pense que pour prolonger ce que disait Eric tout à l'heure, quand on a un effet, finalement, cette diminution tendancielle des revenus fiscaux, elle est en partie liée à une volonté de politique, notamment la politique de l'offre. Elle est aussi liée au fait que la croissance qu'on attendait de ces baisses d'impôts n'est pas venue ou n'est pas venue tout de suite. Et là, le vrai arbitrage, c'est de se dire, est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps pour voir si la croissance revient, si la productivité augmente en résultante de ces baisses d'impôts, quitte à tolérer un déficit un peu plus grand dans le court terme, ou alors est-ce qu'on dit ouh là là, on s'arrête, ça devient trop dangereux et on essaie de rééquilibrer les choses. La malchance, c'est que le point de départ, c'était déjà 3 points de déficit. Si le point de départ, ça avait été 0, aujourd'hui, je suis prête à parier qu'on aurait dit, bon, voilà, on a 2-3 points de déficit en plus. Bon, juste ici, je fais une pause ici, après on va reprendre. Notez tout ce qui a été dit avant. Mais écoutez bien ce qu'elle dit ici. La poisse, c'est qu'on est commencé alors qu'on avait déjà un déficit. On a commencé à donner de l'argent aux potes de Macron, les patrons et les entreprises soi-disant, au moment où on avait déjà un déficit. Si on n'aurait pas eu de déficit au moment où on avait commencé à leur donner de l'argent, on ne se poserait même pas la question des résultats ou pas, on continuerait, on dirait qu'on attend les résultats, alors qu'ils savent pourquoi il n'y a pas de résultats. C'est énorme. Mais on vous dira qu'on le sait déjà, que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a coupé, qu'on a baissé les impôts pour les entreprises. On devrait le savoir si ça marche ou pas. Manifestement, alors, le problème, c'est qu'il y a eu 2 grandes crises au milieu. Vous voyez, il y a eu la crise sanitaire et la crise énergétique, et donc, vous voyez, l'économie, c'est multifactoriel. À Bruxelles, ils ont pris un tout autre chemin par rapport et à la crise de l'inflation et aux autres crises, les choses qu'on a refusé de faire en France, et ça allait mieux. Donc, on aurait pu faire autrement. Là encore, on a choisi de faire au mieux pour que le patronat et la bourgeoisie ne perdent pas de l'argent. Donc, il ne faut pas faire semblant que la crise justifie ça. Non, pendant la crise, ils ont pris des mesures qui affecteraient le moins les riches et les entreprises.
On aurait préféré, nous, chercheurs, qu'il n'y ait pas ces deux crises pour savoir, aller au bout de 4-5 ans, quels sont les résultats. Aujourd'hui, effectivement, les résultats ne sont pas bons, puisque vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez... On ne sait pas dire pourquoi. Alors, si, peut-être que, vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez à ce que la productivité augmente et que la compétitivité augmente. Bon, ça n'a pas été le cas. Et vous attendez à avoir plus de croissance que dans les autres pays. Ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, mais ce que l'on sait aussi, c'est que ça met du temps avant de mordre. Donc, c'est ce que dit Natacha, c'est est-ce qu'on doit attendre? Mais en tout cas, là, aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est peut-être un point qu'il faut quand même soulever, est-ce qu'il fallait faire 2 points de PIB d'efforts structurels? Vous voyez, là, le 2 points de PIB où nous, on est plutôt sur 1,5. D'accord. Là, moi, je pense, et peut-être que Natacha me contredira, mais que la Commission européenne ne nous le demande pas. Vous voyez, on est sous déficit de procédure excessif. On nous demande de faire des efforts aux alentours de 0,6, 0,7 points de PIB. Vous voyez, on fait 2 fois plus que ce que nous demande la Commission. Alors, pourquoi on veut Parce qu'il y a l'objectif des 3% en 2029. Exactement, mais peut-être que ce qu'on a appris des épisodes précédents, c'est ces chocs-là. Il faut pas que ça soit trop massif. Il vaut mieux des chocs qui soient répétés, d'accord, mais pas massifs, mais répétés dans le temps pour qu'on soit incrédible, c'est-à-dire qu'on les fasse. Parce que vous voyez, annoncer 60 milliards, mais en faire à la fin que 30, peut-être que les marchés vont pas aimer, d'accord. Et 2, est-ce qu'on va pas casser la croissance en voulant aller trop vite dans l'effort? Le point, c'est vraiment celui-ci. Une chose, c'est la procédure de déficit excessif et ce qui nous est demandé. Effectivement, on est bien au-delà de ça, mais la vraie métrique, le vrai juge de paix aujourd'hui, c'est quand même les marchés, les investisseurs qui financent cette dette française. Et ici, je n'aime pas ce que cette dame elle dit, parce que Macron a fait cette politique où il a pris l'argent de Français pour financer des baisses d'impôts au profit des riches et des entreprises, justement pour que les marchés soient contents et investissent en France, soi-disant ça allait ramener de l'emploi et de la croissance. Et surtout que, soi-disant, ces gens à qui on offrait des cadeaux, ils allaient permettre l'emploi et les croissances. Or, ces gens-là ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche, ils se sont barrés. Ou ils continuent à vivre en France, pour les plus mauvais d'entre eux. Et donc ici, on veut vous faire comprendre maintenant, on a fait ça pour plaire au marché qu'on était un pays attractif, on a raté le coup et maintenant, on va encore faire payer les Français pour empêcher que les marchés nous sanctionnent. Donc les Français sont perdants sur les deux bouts. Ils sont perdants parce que Macron les a sacrifiés pour plaire au marché. Et maintenant que Macron, ça se voit qu'ils ont pris trop d'argent, ils n'ont rien fait pour les Français, on vient dire que voilà, on va encore faire un effort pour éviter que la France soit sanctionnée parce que nous, on a trop mangé. Une catastrophe. On a tout intérêt. Je dis pas qu'il y a péril en la demeure pour demain, mais je dis que la situation est très très délicate et qu'on n'a pas du tout envie d'aller tester une crise obligataire comme certains pays qui sont convaincus de l'emprunt, c'est-à-dire que du jour au lendemain les emprunteurs ne puissent plus se financer sur les marchés. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, ça aurait un impact très très fort et très mauvais pour les Français, pour la capacité du gouvernement à faire des arbitrages qui aujourd'hui on a le luxe de les faire, on a le luxe de pouvoir porter des débats à l'Assemblée et de faire des amendements à ce qui est proposé. Quand on a une crise obligataire, les choses se passent pas du tout comme ça va très vite. Ok, on s'arrête ici. Mais notez bien de quelle chaîne il s'agit. Il s'agit de France Info. Et c'est sur cette même chaîne qu'on avait eu cette information, qui est une règle de justice. Une fois de plus, ils avaient contesté que les gens qui ont profité de la politique de Macron étaient ceux aussi qui gardaient le plus leur héritage pour leurs enfants par rapport aux Français. Souvenez-vous, c'était ça. Parce qu'en fait, on a créé une règle. Oui, on a créé une règle qui est une règle de justice fiscale, qui est d'avoir un impôt progressif pour tout. Il existe pour l'impôt sur l'héritage, comme ça a été bien décrit tout à l'heure. En théorie, ces gens sont censés sur d'aussi grosses sommes, on parle de quand même plus de 13 millions d'euros, parfois encore bien plus, parfois en milliards, sont censés payer 45% d'imposition là-dessus. En réalité, en moyenne, ils ne payent que 10%. Donc c'est pour ça qu'on parle de manque à gagner, c'est entre ce qui est prévu par la loi en théorie et toutes ces niches fiscales qui permettent d'éviter cet impôt de manière qui est quand même anormale, et ça m'étonne quand même qu'on puisse défendre... C'est légal. Voilà. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale, mais c'est légal. C'est légal, et c'est pour ça qu'on propose de changer la loi, parce que parfois il y a des choses qui sont légales. Voilà. Vous voyez ? Déjà, les bobos, toujours eux, ceux qui profitent du système, ils sont contents qu'on spolie le reste de Français. Et on va finir encore avec cette même dame qui était venue propager les idées
que vous verrez dans la vidéo d'après. Malheureusement, qui sont pas très justes. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien que ce soit remis en question. Et d'ailleurs, pardon, j'allais dire, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui avait proposé lors de la dernière présidentielle d'instaurer un héritage maximal de 12 millions d'euros. D'ailleurs, évidemment, c'est un marqueur entre la droite et la gauche que la fiscalité des successions. Tout à fait. Après, j'aurais une question à madame, parce que vous dites qu'idéologiquement, madame, ses propos sont identifiés. Est-ce que vous, ils sont identifiés aussi idéologiquement du côté de la gauche? Oxfam, vous êtes de gauche. En tout cas, voilà ce qui se passait dans les médias français. Voilà ce que Macron a installé dans les médias français. Des journalistes qui ne s'intéressent pas aux faits et qui, quand tu leur dis une vérité, s'intéressent plus au fait que tu sois de gauche ou de droite ou que tu ne penses pas comme eux. L'intérêt des Français ne leur préoccupait pas. Et vous voyez sur ce plateau, c'était aussi sur ce même plateau qu'on était déjà en train de faire comprendre aux Français qu'ils devraient payer la facture de l'argent qu'on volait aux Français. Souvenez-vous. Regardez. 2024, le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB cette année, au lieu de 5,1% du PIB prévu initialement. C'est 0,5 points d'écart, comme ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, maintenant, vous le voyez, 6,2% du PIB au lieu de 4,1% visé initialement par le gouvernement. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Vous venez de voir des journalistes qui ne s'intéressent pas à faire leur travail. Et je vous avais déjà fait une vidéo sur les deux précédentes parties que je viens de vous montrer. Et à l'époque déjà, on pensait que David Giraud, il mentait parce qu'il est de LFI. Juste le fait qu'il soit de LFI, ces journalistes et beaucoup d'autres Français, surtout du RN, n'ont pas jugé bon de comprendre ce qu'il disait et juste de le fustiger parce qu'il était de LFI. Or, vous venez de voir deux économistes sur la même chaîne, un plateau différent certes, et les journalistes eux-mêmes reconnaissent qu'on a trop donné d'argent. Qu'on a trop donné d'argent aux entreprises, on devrait déjà savoir si ça ne marche ou pas. Ils essayent quand même de se voiler la face. Ça ne marche pas. Macron et ses amis ont pris l'argent et n'ont rien fait pour les Français. Ils n'ont pas donné ce qu'on attendait d'eux par rapport aux cadeaux fiscaux qu'on les a donnés. Ces entreprises, ils ont pressurisé les entreprises, les sous-traitants pour augmenter leurs marges, pour donner des dividendes aux bourgeois de France. En fait, c'est un schéma qui a été fait pour que, à la fin, la bourgeoisie française s'enrichisse. Donc pendant 7 ans, la bourgeoisie française, les macronistes et toute sa sphère ont ponctionné l'argent de l'État pour leur poche, comme il va le révéler ici. Mais, au milieu, ils ont dit quoi? On a baissé les taxes. Donc si on a baissé les taxes, on ne va pas aller voir où le mécanisme de cette baisse à qui profite ce mécanisme de baisse de taxes. Et maintenant, ça commence à se voir. Puisque devinez quoi? Ils ont dit tout à l'heure que la politique de l'offre n'a rien ramené. Aujourd'hui, effectivement, les résultats ne sont pas bons, puisque vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez... On ne sait pas dire pourquoi. Alors, si, peut-être que, vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez à ce que la productivité augmente et que la compétitivité augmente. Bon, ça n'a pas été le cas. Et vous attendez à avoir plus de croissance que dans les autres pays. Ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, mais ce que l'on sait aussi, c'est que ça met du temps avant de mordre. Mais la politique de l'offre n'a rien ramené. Pourquoi? Parce que, et excusez-moi un peu cette approche, le colonel français, souvenez-vous le colonel français qui disait comment maintenir la présence française en Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons arrêter la politique de l'offre que l'on a longtemps fait. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et... Voilà. Vous l'avez entendu de sa bouche à lui-même. Il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Depuis, après Sarkozy, ou depuis que ces gens-là, les 3 derniers présidents français sont en place, ils ne sont que dans cette logique-là. Ils l'ont même empiré. Autant avant, ils bénéficiaient de l'effet colonial et du fait qu'ils primaient sur l'Afrique pour aller imposer aux Africains de vendre, d'acheter leurs produits. Autant même dans leur propre pays, ils ont toujours mis les freins pour investir au profit des Français. Si Free n'était jamais rentré dans la concurrence
de la téléphonie, jamais vous n'auriez compris. Jamais la France n'aurait eu une baisse des prix. Parce qu'ils s'étaient déjà attendus pour maintenir le prix là, pour les Français. Et pareil, c'est qu'il vous dit, sortir de la logique de l'offre pour reprendre à la demande. Ils n'ont jamais pensé à répondre à la demande de Français. Ils ont toujours pensé à leur marge. Ils ont toujours vendu la même chose en modifiant le tissu à l'intérieur, en modifiant je ne sais pas quoi à l'intérieur pour le revendre plus cher. Jusqu'au point où maintenant, on est au niveau où beaucoup de Français n'arrivent plus à suivre et que ça commence à peser sur l'argent de l'État. Que eux, ils se sont assurés de mettre une personne ce tour-ci pour s'assurer qu'ils allaient ponctionner une bonne partie de cet argent. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant les 8 dernières années. Et c'est ce que Macron voulait éviter que les Français et surtout la NFP aillent regarder. Mais au vu de la situation, ils sont obligés de revenir dans la réalité. C'est ce que Macron voulait absolument pas, que les Français découvrent et que le NFP aille regarder à l'intérieur. Parce que le mécanisme qu'il a mis en place depuis 7 ans, c'est ça. C'est d'enrichir la bourgeoisie et tous ceux qui peuvent l'aider à prendre le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir sur la presse et sur tout le reste. La politique qui consiste à dire aux gens, vous avez besoin de ça, de la roue avant gauche, mais moi je veux vous vendre que la roue droite. Et c'est ça que les Français n'ont jamais compris. Ces entreprises françaises, pour la plupart d'entre eux, les amis de Macron, ceux qui captent l'argent, ils n'ont jamais fait grand-chose d'innovant dans leur secteur. Ils se contentaient d'imposer aux gens les prix de ce que eux trouvaient bon de vendre. Et c'est pour cela que ça n'a jamais décollé et c'est pour cela que ça ne marche plus. Parce que désormais, il y a beaucoup plus de gens qui proposent les mêmes produits, soit en meilleure qualité les Allemands, soit à bas prix les Asiatiques. Et donc les Français qui au milieu ne se sont jamais souciés d'apporter soit la qualité, soit des prix compétitifs. Parce que devinez quoi, ils s'entendaient entre eux. Si vous étudiez les droits de la concurrence, c'est principalement ça, c'est des corporatistes en France. Ils s'entendaient entre eux pour maintenir des prix qui leur profitent à eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant ces dernières années où on vous disait que l'économie française allait bien, vous croyez que l'économie française allait bien parce qu'ils proposaient des prix compétitifs? Ils ont tous préféré maintenant passer à des voitures électriques qui vendent encore plus cher sans se soucier de l'impact pour les Français. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était des marges. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'en plus de ça, ils prennent ces marges-là, ils n'investissent pas pour donner du travail aux Français. Ils prennent l'argent des Français qui payent des impôts, mais ils n'investissent pas pour proposer soit des meilleures qualités, et donc de pouvoir les vendre à l'extérieur, soit des prix compétitifs, pour que ça profite aux Français qui gardent un peu d'argent dans la poche. D'où toutes les conséquences que nous connaissons. Étant donné que les Français ne voient pas leur salaire augmenter et que tout devient de plus en plus cher, forcément, les petites entreprises et tous ceux qui ne sont pas dans le système qui profitent meurent petit à petit. Et surtout, comme les gens meurent petit à petit ou ont de moins en moins de moyens face à une vie de plus en plus chère, eh bien, ces entreprises-là finissent par quoi? Par moins vendre. Et s'ils vendent moins, ils réalisent encore moins de bénéfices. Non seulement ils ont moins de capital à partager, mais ils payent encore moins d'impôts. Et au bout de 7 ans, voilà les résultats. La France se mord la queue. Et maintenant, on dit encore aux Français à qui on a ponctionné 100 milliards chaque année, comme David Giraud va le révéler ici, qu'on va devoir faire des efforts. Et c'est encore vous qui allez devoir payer, soit en payant plus d'impôts, soit en ayant des services publics encore plus dégradés. Il faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022... Voilà, regardez celle-ci. Regardez bien le visage de celle-ci. Une grosse menteuse qui est venue dire aux Français de se serrer la ceinture alors qu'elle ne se serre pas la ceinture et qui maintenant, qu'on révèle que ce sont des gens comme elle qui profitent du système, regardez comment elle s'étonne. Par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État
plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Hein. Où est passé cet argent? Eh ben, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisations. Voilà. Des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, hein. C'est pas sur la croissance qu'il a parié. L'État a parié sur pro-business. Je vais revenir sur mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, hein, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique, il n'y a plus d'argent. Voilà ce qu'on a fait. On a donné de l'argent au patronat et on a pris l'argent des Français qu'on a donné aux collectivités. Donc, le patronat, on ne comprend pas pourquoi ils ont eu l'argent. Au lieu qu'eux-mêmes se débrouillent pour générer de l'argent, eux, on leur a donné de l'argent. Mais aux Français, on leur dit de se serrer la ceinture. Et on leur dit qu'on n'a pas assez d'argent pour les collectivités locales et la sécurité sociale. Voilà ce qu'on a fait. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi ça m'a étonné. On regarde alors mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près, c'est ce qu'on nous dit, hein, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs dames. Donc, alors on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent. Voilà. Et regardez encore comment elle regarde Giraud ici. Regardez comment elle regarde Giraud. Giraud, si je peux me permettre. Parce qu'il est venu dire la vérité. Qu'on prend l'argent de Français pour donner à ces gens-là. Ces gens-là qui ne foutent pas grand-chose, qui ne font rien pour la France et qui ont réussi à s'accaparer le pouvoir et à se mettre encore plein les fouilles. Et aujourd'hui, maintenant que ça se voit trop qu'ils se sont gavés, et bien maintenant on revient dire aux Français, bon, il faut quand même que vous vous apprêtez à serrer encore plus la ceinture parce que sinon ça pourrait aller mal pour nous tous. Et voilà la catastrophe dans laquelle la France est entrée. Et voilà pourquoi, même si je ne voulais pas faire cette vidéo, je ne pouvais pas laisser cette situation parce que trop de gens croient que la situation de la France est celle que Macron ou que le RN qui a déjà posé un genou par terre devant le patronat leur décrit. La bourgeoisie française, qui est essentiellement le patronat français, a pris le contrôle de tous les médias, de tous les canaux de communication importants pour veiller à leurs intérêts et vivre sur le dos des Français. Voilà pourquoi ils ne veulent aucun candidat populaire et qui les traitent de populistes à la tête de l'État. Parce que quand vous arriverez à la tête de l'État, quand vous voyez comment ces gens-là se gavent, eh ben, forcément, où est-ce que vous allez aller chercher de l'argent pour remettre les choses en place? Chez eux. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.